Est-ce que vous voyez mon partage d'écran présentement? Oui. Excellent. Je vais le mettre en plein écran. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, parfait, Mireille. Donc, ça me fait plaisir de vous accueillir dans mon atelier de formation. Donc, Mireille Clich, je me suis brièvement présentée au début là, du colloque. Je vais préciser que je suis, c'est ça, travailleuse sociale et ressources territoriales pour l'initiative ministérielle sur la maladie d'Alzheimer depuis 2014. Donc, je fais partie de l'équipe de Dr Claude Patry et Karine Ménard. On travaille au GMF de Loretteville toutes les trois et on est également en soutien clinique là, pour l'ensemble des GMF de la région 03. Je vous dirais que principalement, mes expériences de travail, elles sont en gériatrie, dans les milieux hospitaliers, en organisation communautaire à la lutte, prévention, maltraitance. Et j'ai fait aussi un passage à la ligne d'info santé, info sociale là, dans les dernières années. C'est sûr que dans le contexte de la pandémie, j'ai été sollicitée pour prêter main forte au RPA et au CHSLD hein, qui étaient en éclosion là, dans les derniers mois. Donc, je connais bien la personne âgée là, dans son continuum là, du début de la maladie jusqu'à la fin. Et puis, je suis accompagnée aujourd'hui de Julie Denis, qui est notre nouvelle chargée de projet là, au niveau du plan Alzheimer, au niveau du RUIS. Elle va m'accompagner pour le soutien technique, le clavardage et les mains levées. Bien entendu, je préférerais qu'on puisse avoir la période de questions à la fin, mais si en cours de route, là, vous avez vraiment des interrogations qui vous empêchent de bien comprendre, bien, à ce moment-là, soit l'inscrire dans le clavardage ou de lever votre main là, pour la bonne compréhension là, pour la suite des choses. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous me voyez pendant que je vous parle ou vous voyez seulement le PowerPoint? Non, on vous voit. Bon, excellent. La salle, je pense que... Alors, oh, je l'ai... Je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit. Alain, merci. Bonjour. OK, donc les objectifs aujourd'hui, ce sera de distinguer les principaux troubles neurocognitifs majeurs et leurs impacts psychosociaux, d'être conscient de la réalité et des besoins des personnes atteintes et de détecter et intervenir sur les principaux facteurs de risque et connaître les principales interventions associées. Alors, je vous pratique tout de suite avec le clavardage. En fait, vous avez déjà inscrit dans le clavardage d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, si vous avez des attentes. J'aimerais savoir, Julie, est-ce que tu peux me lire brièvement là, quelques messages qu'on nous a envoyés pour savoir à qui on peut faire aujourd'hui? Oui, en fait, tu veux que je te nomme les personnes présentes et d'où elles proviennent? Pas nécessairement tout le monde, là, mais peut-être quelques-unes là, pour avoir une idée. Oui, ben c'est ça. On a des gens du CIUS-la-Capitale comme la clinique Saint-Louis à Sainte-Foy, une infirmière, une TS du CIUS. On a plusieurs TS du CIUS-la-Capitale. Ensuite, on a une TS de la Gaspésie. Donc, cette année, heureusement, on a ouvert aux ressources territoriales là, de tout le RUIS Laval. Donc, bienvenue à celles qui sont pour la première fois là, au colloque cette année. On a encore aussi on a beaucoup de gens du CIUS-la-Capitale. C'est à peu près ça, là, je nommerai pas les noms, là, mais en gros, c'est ça. Là. On a un auditoire qui est quand même élevé, hein, puis plus varié qu'on a eu dans les précédents colloques. Je pense que la formule virtuelle là, permet peut-être
plus facilement aux gens de pouvoir participer. Donc, bienvenue à tout le monde. Mireille aussi, on a une ergo qui est présente, là, Madame Junot. On a une coordonnatrice professionnelle du SAD, CLC La Source. Donc, c'est un petit peu varié, hein, les personnes qui sont présentes actuellement. Donc, c'est cela. Bienvenue à tout le monde. Alors, on commence avec un vrai ou faux. Je veux savoir si vous avez bien écouté la conférence de Dr. Louis Verrette. Alors, on va se pratiquer à utiliser le clavardage. Il se peut qu'au fil de l'atelier, je vous demande d'écrire, je vous pose des questions, je vous demande d'écrire dans le clavardage. Donc, on va s'exercer dès le départ. Est-ce que, selon vous, c'est vrai ou faux? Allons-nous tous développer des troubles neurocognitifs en vieillissant? Alors, Julie, je vais te laisser, on va laisser un petit peu de temps, puis je vais te demander là, de nous indiquer le pourcentage approximatif là, de réponses. Jusqu'à maintenant, on a 7 faux, 8. Tout le monde dit faux. Effectivement. Les troubles neurocognitifs majeurs, les troubles neurocognitifs ne font pas partie du vieillissement normal. Il peut être normal d'avoir des petites difficultés d'apprendissage en vieillissant, mais pas d'avoir de problèmes avec nos fonctions exécutives ou des problèmes avec notre autonomie. Alors, on va voir un petit peu plus loin là, tous ces éléments-là plus en détail. Donc, vous avez bien écouté. C'est intéressant. Alors, quelques faits marquants, quelques statistiques. 152 121 personnes seraient atteintes de la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée au Québec. 15 088 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée dans la capitale nationale. La maladie d'Alzheimer est la forme qui est la plus répandue de troubles neurocognitifs et ça représente plus de 60% des cas, ce qui n'est pas banal. Près de 50% des personnes atteintes d'un trouble cognitif, incluant la maladie d'Alzheimer, reçoivent leur diagnostic à un stade trop avancé de la maladie. Et c'est à ce moment-là que ça a des impacts significatifs dans leur vie, dans la vie des proches et pour le réseau de la santé. Ça a des impacts négatifs dans tous ces domaines-là. On va y revenir aussi un petit peu plus tard sur les avantages à avoir un diagnostic précoce de troubles neurocognitifs. 65% des Canadiens atteints sont des femmes. Alors, on voit qu'il y a une prédominance d'agentes féminines qui est atteinte de troubles neurocognitifs et après 65 ans, les risques d'être atteint de la maladie d'Alzheimer doublent à tous les 5 ans. D'entrée de jeu, je vous présente les signes précurseurs, les signaux d'alerte, parce que vous travaillez toutes ou toutes principalement comme cliniciens, que vous soyez au soutien à domicile, en GMF, que vous soyez dans les centres hospitaliers. Quand vous avez des suivis ou vous avez votre clientèle qui est face à vous, vous remarquez ces signaux-là, il faut absolument d'abord constater et avoir le réflexe de dire que ce n'est pas normal d'avoir ces signes-là. Alors, il y en a 10. On voit la perte de mémoire qui affecte les habiletés usuelles, donc la difficulté, par exemple, à se souvenir de nos rendez-vous. Hein, on voit les gens qui pourraient avoir toutes sortes de post-it à la maison, mais qui ont, malgré tout, là, ont de la difficulté à assurer un suivi de ces post-it-là ou être mêlés à travers l'information. On peut voir aussi de la difficulté à exécuter des tâches familières, comme par exemple faire un repas simple, mais aussi plus une maladie serait avancée, plus on pourrait voir d'atteinte au niveau des recettes plus complexes, bien entendu. Toutes les tâches qui demandent plusieurs étapes, plusieurs séquences vont être difficiles.
On peut remarquer aussi des troubles du langage, donc d'oublier certains mots ou, comme le Dr Verrette disait tout à l'heure, plutôt que de nommer l'objet ou la chose par le nom, on va avoir tendance à remarquer que les gens vont dire chose ou affaire. Donc aussi, on pourrait prendre un chat pour un chien. Aussi, donc, une difficulté au niveau du langage. Un autre signe précurseur d'une maladie neurodégénérative pourrait être d'être désorienté dans l'espace, dans le temps. Donc, oublier les jours de l'année, quelle journée on est dans la semaine, ou se perdre dans des endroits familiers. Donc, on pourrait se perdre aussi en allant prendre une marche et ne plus retrouver sa maison. On peut remarquer aussi comme autre signe, un jugement qui est affaibli. Donc, au niveau de l'habillage, des gens qui sortent en plein hiver en pantoufles pour aller pelleter leur banc de neige ou qui, en plein été, mettent une tuque et des mitaines. Donc, un jugement qui est affaibli. Autre signe précurseur d'une maladie neurodégénérative, avoir de la difficulté à faire face aux notions abstraites. Donc, tout ce qui est le calcul, la compréhension des chiffres. Donc, on pourrait remarquer que les gens reçoivent leurs factures d'Hydro-Québec, par exemple, de câbleaux distributeurs, et puis là, il y aurait de la difficulté à comprendre. Pourrait aussi la payer en double parce qu'aurait oublié de l'avoir déjà payé. Alors, ça, c'est des choses qu'on peut remarquer chez les gens là, qui commencent à avoir des troubles neurocognitifs. Pourraient aussi égarer leurs objets ou les placer dans des endroits qui n'étaient pas prévus, comme vous voyez sur l'image, la dame qui retrouve sa robe dans son garde-robe, qui retrouve sa robe dans son réfrigérateur. Donc, les gens qui ont souvent des débuts de troubles neurocognitifs vont, oui, soit dire qu'ils ont perdu leur sacoche ou même des fois penser qu'on leur a volé l'objet. On peut remarquer aussi des changements d'humeur ou de comportement par rapport à ce que la personne était avant, de passer là, du rire aux larmes, avoir un sentiment de confusion. Les gens vont souvent nous dire « je me sens pas comme d'habitude, là, je suis mêlée, je me sens pas bien », peuvent avoir conscience aussi de ce trouble-là, puis être mal à l'aise. On peut remarquer un changement de personnalité également avec la personne, les traits de personnalité que la personne avait avant. Donc, quelqu'un qui était anciennement hyper sociable, qui était motivé, qui avait un sens du leadership et qui pourrait avoir là, vraiment changé de façon significative, manquer d'initiative, ne plus avoir envie de faire les activités, prendre le leadership, d'organiser des choses comme c'était dans le passé. On peut remarquer une perte d'intérêt aussi à soit faire des loisirs qu'on aimait faire avant ou aller rencontrer des membres de notre famille si on avait, par exemple, tendance à y aller régulièrement. Donc, ce qu'on appelle une apathie, hein, un manque d'initiative. Donc, les 10 signes précurseurs. J'ai peut-être un petit délai pour le changement de mes diapos. J'imagine que ça va se régler sous peu. Est-ce que vous m'entendez bien? Julie? Oui, ça va, Mireille. C'est bon. Tout à fait. Alors, je vous présente ici un processus clinique là, qui est issu de, tout à l'heure, Dr Patry vous présentait là, le rapport Bergman, l'initiative ministérielle sur la maladie d'Alzheimer. On vous a expliqué tout à l'heure qu'il y a eu
2 grandes phases et qu'on est à la phase 3 présentement. À la phase 2 de l'initiative ministérielle, toutes les régions administratives là, qui sont impliquées dans le plan Alzheimer ont émis des recommandations cliniques et le ministère s'est penché sur ces recommandations cliniques-là avec les différents plans Alzheimer des régions administratives et un comité d'experts pour justement créer un processus clinique pour bien repérer la clientèle qui pourrait être à risque, bien l'évaluer et bien la suivre. Alors, quand vous avez une clientèle dans votre milieu de travail qui présente les signes précurseurs que je viens de vous présenter, mais il faut que ça vous allume une cloche, puis il faut que vous ayez le réflexe de dire c'est anormal, et puis il faut qu'on aille un peu plus loin là-dedans. Parfois, la personne va elle-même se plaindre de ses troubles de mémoire. Parfois, ça va être le proche qui va s'en plaindre parce que la personne atteinte a parfois de la difficulté à identifier, comme le Dr Verrette vous disait tout à l'heure, un faible autocritique par rapport à ses troubles neurocognitifs. Donc, ceci étant dit, ce processus clinique-là vise à bien repérer la clientèle et puis on a toutes sortes de zones de vigilance, qui est plus à risque. Puis vous avez vraiment toutes les différentes étapes là, que comporte là, tout le volet de repérage, évaluation pour emmener finalement un diagnostic. Donc, je ne rentrerai pas dans les fins détails de ça, mais l'ensemble des GMF là, de la région 03 ont été formés sur ce processus clinique-là. Il est disponible également sur le site du ministère. Donc, les médecins et les infirmières sont beaucoup impliqués au début du processus clinique pour toute l'évaluation. Et puis, en cours de route, viendra s'ajouter d'autres professionnels partenaires, soit à l'intérieur du GMF ou à travers le réseau qui pourraient soutenir dans les différentes étapes d'évaluation et de suivi. Donc, entre autres, les travailleurs sociaux, les pharmaciens, les organismes communautaires et même les partenaires du CLSC, des cliniques mémoire, des services spécialisés. Alors, voilà pour le processus clinique. Vous avez également le volet suivi. Et à la fin là, de la présentation, je vous ai mis le lien pour vous rendre directement sur le site du ministère et vous pourrez télécharger là, ce processus clinique là, qui est les bonnes pratiques finalement entourant la clientèle. Alors, Dr Verrette, tout à l'heure, vous parlez du vieillissement normal versus pathologique. Il faut finalement comprendre que avant d'avoir en fait, il y a le vieillissement normal, il y a les troubles cognitifs légers et puis il y a les troubles neurocognitifs majeurs. Je vais bien vous distinguer là, pour votre compréhension, la différence entre le trouble neurocognitif léger et majeur un petit peu plus loin. Mais il y a certainement des avantages à avoir un diagnostic précoce dans les troubles, un diagnostic précoce de troubles neurocognitifs majeurs. Et bien entendu, ça réduit l'incertitude et augmente l'opportunité d'avoir du soutien. Plus le diagnostic est fait tôt, plus on peut accompagner les gens et puis empêcher qu'ils aient de l'anxiété, du stress par rapport à leur état de santé. Donc, c'est vraiment un avantage à ce niveau-là. Ça permet aussi de pouvoir discuter de leurs peurs et puis de réfléchir là, à toutes les modalités de soutien qui peuvent être à leur disposition également. Ça permet également d'avoir des traitements, oui, pharmacologiques, mais aussi des traitements en lien avec la recherche, des essais cliniques qui sont disponibles. Donc, ça, c'est des options qui peuvent être encourageantes pour les gens. Il y a également là, des traitements plutôt d'activités et des approches particulières que je vais vous expliquer un petit peu plus loin. Mais ça peut aussi stimuler la personne là, à prendre en charge ses facteurs de risque, sa santé, et puis ça peut être encourageant. Donc, les traitements sur la santé sont également très complémentaires là, aux traitements pharmacologiques et aux approches là, dites non médicamenteuses.
Bien entendu, ça l'aide la personne atteinte et sa famille à préparer l'avenir. Ça donne du temps à la personne. C'est pas parce qu'une personne va avoir un diagnostic de la maladie d'Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif qu'elle n'est plus apte à prendre des décisions la concernant et concernant ses biens. C'est clair que si la maladie elle est avancée, on pourrait croire que la personne serait inapte, mais en début de maladie, les gens encore un certain niveau de jugement sont en mesure encore de faire des choix éclairés par rapport à leur avenir, par rapport à ce que je veux vivre à la maison ou je veux aller vivre en résidence de retraite. Puis c'est à partir de quand que je vais aller vivre en RPA? Puis c'est où que j'aimerais aller vivre? Dans quel quartier? Puis à regarder au niveau de leur budget, qu'est-ce qui est possible pour la suite des choses, ou est-ce que je préférerais, moi, de mon côté, avoir de l'aide à domicile avec des organismes qui viendraient chez moi, des bénévoles, des employés, pour m'offrir des soins à la maison. Ça permet aussi aux proches, je vous dirais, de préparer l'avenir un minimum, de s'informer, de se mettre en action, puis de voir jusqu'où eux, ils sont prêts à participer à l'accompagnement de la personne. Donc, ça les aide à pouvoir identifier leurs limites, bien entendu. Ça peut améliorer aussi l'accès aux services, entre autres de pouvoir bénéficier d'un suivi, comme je vous présentais tout à l'heure le processus clinique, là. Donc, dès qu'il y a une plainte cognitive, hein, on prend en charge via le GMF tout le volet de repérage, évaluation et de suivi. Et puis, nécessairement, ça améliore l'accès aux services pour la suite parce que quand les intervenants du GMF sont impliqués, ils remarquent qu'il y a des changements majeurs à travers le suivi, que la personne, ça devient difficile de vivre à la maison, qu'il y a de plus en plus de risques qui s'ajoutent. Ça permet de faire des liens assez rapidement avec les équipes, par exemple, de soutien à domicile ou les organismes communautaires. Niveau des avantages fiscaux, les gens qui ont un diagnostic de trouble neurocognitif peuvent bénéficier de crédits d'impôt, donc tant au niveau du provincial qu'au niveau du fédéral. Je vous ai mis les liens sur la boîte à outils à la fin de la présentation et puis vous avez une tonne d'informations justement en lien avec les crédits d'impôt, si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, là. Mais c'est des documents que les médecins ont à remplir. Puis normalement, ils les connaissent bien, mais c'est possible qu'à travers vos suivis, les proches aidants viennent qu'à vous en parler. Et puis, il y a même des organismes communautaires qui offrent des conférences sur les crédits d'impôt. Et puis, vous allez en entendre parler là, à la deuxième journée du colloque. Les avantages du diagnostic précoce, c'est que ça peut prévenir les risques, entre autres avec tout l'aspect de la conduite automobile, hein, parce que ça, c'est un sujet qui est assez, je vous dirais, préoccupant dans le sens où, tantôt, Dr. Verrette vous disait dans sa présentation hein, que les gens qui ont des atteintes neurocognitives vont avoir tendance à avoir des problèmes de jugement, d'orientation, qui vont avoir de la difficulté de concentration. Alors, vous imaginez que de conduire une voiture, ça demande des facultés qui sont assez aiguisées. Alors, on veut le plus possible, bien entendu, on sait que la conduite auto, elle n'est pas compatible avec des troubles neurocognitifs. Donc, c'est clair que la personne, elle va perdre en cours de route là, la possibilité de conduire sa voiture et on veut éviter, on souhaite que ça se fasse tôt dans sa maladie pour éviter qu'il y ait des accidents, hein, bien entendu. En ce qui concerne le retard de l'hébergement, c'est certain que plus on va diagnostiquer précocement, on va pouvoir être proactif dans les services à domicile et on va pouvoir mettre en place toutes les adaptations nécessaires pour maintenir la personne le plus longtemps possible dans son milieu de vie. Alors, un autre avantage, et bien entendu, ça va diminuer l'épuisement et le stress des proches aidants parce qu'on va pouvoir les accompagner dès le début, les informer. C'est ça qu'ils ont besoin, d'être informés sur c'est quoi cette maladie-là. C'est une maladie qui est neurodégénérative, qui va évoluer. Donc, plus les aidants sont informés, plus ils vont être compétents pour pouvoir accompagner leurs proches atteints. Alors, j'espère que je vous ai vendu l'idée des avantages.
Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a une distinction entre les troubles cognitifs légers et les troubles neurocognitifs majeurs. Donc, je ne vous ferai pas là un cours élaboré là-dessus, mais ce que vous devez retenir essentiellement, c'est que le trouble cognitif léger, c'est des problèmes cognitifs, donc jugement, attention, mémoire, tout ça, et sans nécessairement avoir d'impact sur le fonctionnement. Donc, par exemple, votre grand-mère, elle commence à avoir des propos répétitifs. Vous la sentez qu'elle devient un petit peu plus agitée. Elle a de la difficulté à faire ses... Ben, elle a de la difficulté à faire ses recettes aussi rapidement qu'avant, mais elle les fait encore bien. Alors là, on voit que sa concentration est peut-être un petit peu atteinte, qu'il y a un ralentissement, mais malgré tout, elle continue à bien faire ses recettes. Elle continue à pouvoir conduire la voiture de façon sécuritaire. Elle s'habille bien, elle se coiffe bien. Fait que vous ne voyez pas vraiment de changement, mais vous remarquez qu'elle commence à radoter un peu plus, puis à avoir un peu de changement là, au niveau de son attention, concentration. Tandis que votre grand-mère, là, le moment où vous vous rendez compte que là, ça ne va pas, c'est qu'en plus d'avoir ses propos répétitifs, ses problèmes d'attention, concentration, mais là, elle n'est plus en mesure de faire sa recette de pain comme avant. À répétition, là, vous avez l'impression qu'elle rate son pain, sa tourtière, qu'il y a des changements au niveau de sa personne. Vous la voyez qui est beaucoup moins fière qu'avant. Elle ne se maquille plus. Elle a tendance à plus vraiment se coiffer, donc à se négliger. Donc, ça pourrait être des indices là, qui nous laisseraient croire qu'elle pourrait avoir un trouble neurocognitif majeur. OK? Donc, c'est ça la distinction, c'est que le trouble neurocognitif majeur va être combiné avec des problèmes au niveau cognitif et des atteintes au niveau fonctionnel, au niveau des AVD et des AVQ. Est-ce que ça se passe bien pour vous actuellement? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Il y a des choses qui ne vont pas jusqu'à présent. Non, c'est très clair. Excellent. Alors, on va commencer par distinguer la maladie d'Alzheimer. On va y aller avec les manifestations générales. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 principaux troubles neurocognitifs majeurs. La maladie d'Alzheimer, je vous disais tout à l'heure que c'était la plus répandue. Alors, on pourrait observer, on observe plutôt une diminution progressive de la mémoire épisodique. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les gens atteints vont avoir des problèmes de rétention d'informations au niveau de la mémoire court terme. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mangé pour déjeuner? Qu'est-ce qu'ils ont fait la veille? Ça va être très, très abstrait, n'auront probablement pas retenu l'information, tandis que la mémoire ancienne, elle est un peu plus préservée. Ils vont bien se souvenir de leur année de mariage, de leur date de naissance, de leurs petits-enfants, leurs enfants, parce que c'est programmé sur le long cours. Donc, ils vont savoir de quelle ville ils viennent, c'était quoi le nom de leurs parents, c'est quoi leur occupation. Donc, toute cette mémoire-là, elle est davantage préservée. Des atteintes graduelles au niveau des fonctions cognitives, jugement, attention, concentration, comme je vous expliquais tout à l'heure, donc graduelles. Oh, désolée, ma mise en page est drôle. Mes points n'apparaissent pas dans l'ordre, mais bon, ça fait divertissant. On voit que c'est un début insidieux, hein? Donc ça commence progressivement. Les gens vont avoir tendance à dire, parce que le médecin de famille, au départ, quand il fait ses évaluations, va dire, depuis combien de temps, par exemple, votre grand-mère, là, elle a des propos répétitifs? Les gens vont avoir du mal à identifier exactement, c'était pas le 7 janvier à telle heure, là, on pense que c'est en 2019, là, mais il semble qu'après le décès de son conjoint, elle a commencé à être un petit peu plus mêlée, mais elle était fatiguée, fait que des fois, ils ont comme la difficulté à identifier le moment précis.
Donc, au niveau de la mémoire, tantôt, ce que je disais, c'est ça, c'est que la mémoire ancienne, elle est plus préservée. Et c'est pourquoi les gens, ils vont avoir tendance à faire à avoir des propos répétitifs, hein, parce qu'ils ne se souviennent pas ce que leur conjointe leur a dit. Ils vont avoir tendance à leur demander qu'est-ce qu'on mange pour souper, parce qu'ils ne se souviennent pas à court terme de ce qui a été discuté durant la journée. Donc, ça peut devenir quand même des irritants, hein, pour les conjoints, les conjointes ou les personnes qui vivent avec une personne atteinte d'Alzheimer, parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent constamment répéter, hein, ils jouent au perroquet, puis ça peut devenir irritant. Certains peuvent des fois avoir de l'impatience, hein, devenir colérique parce que ça devient usant à la longue d'entendre toujours les mêmes questions, et puis pourraient aussi perdre leur objet, comme je vous disais un petit peu plus tôt. Les gens vont avoir de la diminution dans l'exécution des AVD, des AVQ. Donc, de faire, par exemple, le ménage, ça devient de plus en plus difficile parce que, tu sais, si on se dit que de passer la balayeuse, ben, ça prend quelques étapes. Ben, il faut savoir, finalement, elle est où la balayeuse? Il faut aller la chercher. Il faut savoir comment la partir, peser sur le piton. Puis là, ça nous prend des bonnes capacités pour organiser notre séquence de balayeuse. Bon, là, on commençait par passer dans la cuisine. Après, on va aller la passer dans le salon. On va faire les chambres, la salle de bain. Fait que ça demande des séquences puis de l'organisation. Puis on voit que les gens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer ont de la difficulté à s'organiser puis à faire toutes les étapes là, que ça nécessite là, de passer à la balayeuse. Et puis, ben, les aidants pourraient avoir comme réaction de dire, ben voyons, là, passe la balayeuse dans toutes les pièces. Puis là, finalement, ben, je ne demande plus à mon conjoint de passer la balayeuse parce que quand il la passe pas comme il faut. Alors, ça, c'est des impacts psychosociaux qu'on peut voir donc chez les aidants qui deviennent un peu dépassés, hein, ils vivent du désarroi par rapport à ça, puis ils se questionnent. Ça peut aussi les rendre tristes de voir que la personne n'est plus vraiment en mesure de bien faire la tâche, alors qu'avant, là, c'était sa spécialité, la balayeuse. On voit que les gens atteints de la maladie d'Alzheimer vont avoir une altération, hein, de leur maladie, ce qu'on appelle l'anosognosie, hein, la faible autocritique. Et puis ça peut être préoccupant pour les proches, les familles, parce que ils vont me dire des fois, ben voyons, je comprends pas, Mireille. On a annoncé à ma grand-mère qu'elle avait la maladie d'Alzheimer la semaine passée, puis j'en ai reparlé hier, puis elle a dit, ben voyons donc, j'ai pas ça, moi, la maladie d'Alzheimer. Fait que pour un bon pourcentage de personnes, là, ils se souviennent pas, puis eux vont avoir tendance à minimiser leurs problèmes puis dire que tout est beau, hein, ils n'ont pas de problème. Quand on les questionne à ce sujet-là, ils font toutes leurs affaires, ils font à manger, ils font le ménage, alors que les proches vont remarquer que c'est pas du tout juste comme information. Ils vont avoir tendance à être désorientés, on l'a vu un petit peu plus tôt. Dr. Verrett en a parlé aussi au niveau du langage. La perte d'intérêt, l'apathie, le manque d'initiative à faire des activités, des tâches qu'ils faisaient antérieurement. Et ils vont avoir aussi des problèmes parfois de comportement, d'humeur ou des changements au niveau de leur personnalité. Différents stades dans la maladie d'Alzheimer, donc 7 stades qui maintenant se divisent là, en 3 grandes catégories. Donc, les stades légers, les stades modérés et les stades avancés. Si on regarde les principales manifestations, c'est au niveau des stades légers, c'est qu'au début, stade 1, là, la personne, là, on voit quasiment pas là, de difficultés dans sa vie quotidienne. Fait que, de façon générale, la personne, elle fonctionne normalement. Au stade 2, on voit qu'il peut y avoir des petits changements, hein, des petits oublis, d'où on a mis les objets, pour avoir de la difficulté à exprimer des mots. En stade 3, on voit de plus en plus la difficulté à s'orienter dans des endroits
inconnus, puis avoir de la difficulté à fonctionner soit dans leur travail ou dans leurs tâches quotidiennes. En stade 4, on voit de la difficulté. Puis le stade 4, là, on peut dire que c'est un stade qui est encore léger. Hein? Fait que vous voyez là, le stade 1, 2, 3, c'est léger. Là, 4, c'est léger modéré. On commence à voir que la personne a de la difficulté à accomplir des tâches qui sont plus complexes, hein, notamment là, les finances, d'organiser des séances de magasinage. Par exemple, de dire, bon, ben, je vais à l'épicerie, ça me prend ma liste d'épicerie avec mes articles, et puis rendu à l'épicerie, je prends tous les articles, je les mets dans mon panier, je passe à la caisse, et puis je reviens à la maison. La planification des repas aussi devient de plus en plus complexe. En stade 5, on pourrait avoir de la difficulté, commencer à avoir de la difficulté à choisir les bons vêtements pour la saison. On ouvre les portes du garde-robe, là, puis c'est comme s'il y avait trop d'informations là, à traiter en même temps. Bon, là, les chemises, les cravates avec les polars, les jeans, bon, qu'est-ce que je mets, puis dans quel ordre je le mets, ça peut devenir complexe. Donc, on a aussi besoin en stade 5 de faire des rappels plus fréquents, notamment là, en lien avec l'hygiène personnelle. Donc, ça demande de plus en plus d'implication pour les familles, hein? Plus la maladie, elle évolue. Donc, on doit constamment surveiller, encadrer la personne dans ses activités de la vie quotidienne. En stade 6, on parle la notion hein, des événements de la vie. C'est comme si on mélangeait là, des moments particuliers. On pourrait aussi mélanger des histoires, là, mélanger ce qui s'est vraiment passé avec ce qu'on a vu à la télé ou un événement récent de la vie. Fait qu'il y a comme une confusion là, assez importante qui apparaît avec les expériences, les événements de la vie. On a besoin de plus d'aide pour prendre son bain ou on pourrait avoir peur de prendre son bain parce qu'on ne sait plus quoi faire là, avec notre savon. On voit notre savon, on voit notre débarbouillette, puis là, on sait qu'il y a un robinet puis qu'on pourrait l'ouvrir. Mais là, les étapes là, de se laver les cheveux, se laver le visage, on pourrait oublier des parties là, du corps. Fait que là, ça devient très complexe et on a besoin d'encadrement pour les soins d'hygiène, normalement, à ce stade-là. Et besoin d'assistance là, pour aller à la toilette, faire nos besoins ou avoir même des incontinences urinaires et fécales. En stade 7, on utilise un vocabulaire qui est très restreint, hein, des mots. Certains vont avoir tendance à chantonner, à sciller même, ou avoir une perte de capacité à se déplacer, avoir une lenteur importante au niveau des transferts assis debout, avoir même besoin d'assistance pour se nourrir. Donc, des ustensiles, là, mais ça ne savent plus les utiliser à ce stade-là. Donc, les stades légers, modérés et avancés, c'est l'évolution des troubles neurocognitifs. Vous avez une tonne de fascicules sur le site de la Société Alzheimer qui parlent de l'évolution des différents stades. C'est super intéressant à consulter, vous, en tant que professionnel, mais aussi à remettre à votre clientèle hein, qui vient d'avoir un trouble neurocognitif pour bien les pister hein, sur ce qui est normal dans le stade léger, à quoi on peut s'attendre. Donc, ça va les aider à se préparer, puis ça va les outiller à comment faire face à ces difficultés-là. Donc, sur le site de la Société Alzheimer, on avait une tonne d'informations à ce sujet-là. Alors, on est rendu à faire une petite gymnastique. J'espère que ça va bien se passer. Je vais vous présenter une vidéo qui va durer environ 2 minutes d'une dame qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer et qu'elle va nous parler un peu de son histoire de vie. Hein? Elle était qui avant d'avoir cette maladie-là? Et puis, comment elle a réagi et comment elle voit un peu l'avenir et son entourage. Alors, je vais vous poser quelques questions après, alors restez bien attentifs.
OK. Je vais. Là, présentement, vous me voyez et vous ne voyez plus mon écran, c'est ça, hein? C'est ça. Parfait. Alors, je vais inclure le son. Est-ce que vous voyez la page YouTube? Oui. Parfait. Est-ce que le son fonctionne? Alors, j'ai eu 2 professions Oui, c'est principales. beau. J'ai travaillé aux Archives nationales. J'étais responsable du secteur des cartes et plans et du secteur des photographies, qui était mon préféré, évidemment. Et par la suite, c'était au ministère de l'Environnement. Et dans ce ministère-là, je suis rentrée pour m'occuper du dossier des sols contaminés. Mais par la suite, beaucoup d'autres dossiers sont ajoutés parce que je suis restée là 12 ans à peu près. À la fin de la soixantaine, là, j'ai commencé une maîtrise en psychosociologie à Rimouski. Et c'est quelque chose que j'ai adoré. Ça durait normalement 3 ans, mais j'ai fait 4 ans. Parce que je trouvais trop intéressant, puis je trouvais que je pouvais me cultiver encore. Quand moi, j'ai appris ça, que j'avais la maladie d'Alzheimer, c'est sûr que ça a changé mon regard sur moi-même. Et que j'ai tendance à me voir dans 5 ans, dans 10 ans, et puis peut-être même à la fin. Je pense que mes amis, peut-être qu'ils ont commencé dès le moment où j'ai parlé du diagnostic à me percevoir différemment. Et j'imagine qu'ils se rendent compte que j'ai pas changé du jour au lendemain. Là. J'ai pas tout perdu. Là. Je suis toujours capable de parler. Et je me dis que je pense que mes amis sont comme moi. Ils s'adaptent un peu à ce qui m'arrive. Et si un jour l'adaptation n'est plus possible, parce que on sait quand même où ça mène, là, ben mes amis, je sais pas, je vais leur dire adieu un derrière l'autre, mais sans dire le mot. Accompagnez-moi, ne me précédez pas. C'est le message le plus important, au fond. N'anticipez pas qui je vais devenir. Accompagnez-moi tel que je suis au fur et à mesure. OK, je vais refaire une gymnastique pour retrouver le PowerPoint. Est-ce que vous voyez bien Oui, ma ça va bien. Parfait. Tu peux te mettre en diaporama. Oui, c'est juste que je vais faire ça à l'instant. Voilà. Merci. J'aimerais, dans le clavardage, que vous puissiez répondre peut-être à quelques questions brièvement. Je ne veux pas qu'on passe trop de temps, mais c'était quoi la réaction suite à l'annonce du diagnostic de Mme Louise? Qu'est-ce qu'elle nous a partagé? Comment elle a réagi? Si vous voulez bien indiquer votre réponse dans le chat pour que Julie puisse nous partager. Bon, j'ai des réponses ici. Renée Allard répond qu'elle a commencé à se voir différemment. C'est un des éléments qui est ressorti. Merci, Mme Allard. Mm-hmm. Donc, la dame a commencé à se percevoir différemment. C'est ça que j'ai compris, hein? Oui, c'est ça. Oui. Est-ce qu'on a d'autres réponses? Mais si je peux un petit peu m'avancer pour... Ah, j'ai une autre réponse. Je vais laisser les gens répondre. Donc, j'ai Mme Manceau qui répond, elle a commencé à penser à l'avenir, à se questionner sur le regard d'autrui sur elle-même. Mm-hmm. Et c'est intéressant parce que cette dame-là, Louise, elle avait quand même une bonne conscience de son trouble neurocognitif. Hein? Fait
quand je vous expliquais tout à l'heure l'avantage d'avoir un diagnostic précoce, c'est qu'elle est en mesure d'anticiper que oui, sa maladie, elle allait être neurodégénérative, qu'elle allait perdre certaines capacités, est en mesure de préparer un minimum et de faire des choix éclairés pour son avenir. Là. Oui, très intéressant. J'ai deux autres réponses. Madame Arsenault qui dit qu'il y a eu des changements au niveau de ses interactions avec son entourage. Mm-hmm. Et aussi, Madame Arsenault indique là, qu'il y a eu des changements au niveau de son fonctionnement social. Oui. Effectivement, certains proches peuvent être très mal à l'aise de savoir que leur ami, leur conjoint, leur conjointe, le membre de leur famille a ce diagnostic-là. Des fois, peuvent être maladroits, savent pas trop est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas, puis ont tendance parfois à plus aller la visiter par rapport à ce malaise-là. Donc, dans les facteurs de risque, l'isolement social est assez important pour les gens qui ont des troubles neurocognitifs, entre autres parce qu'eux-mêmes, parfois, ont le manque d'initiative de faire des activités sociales qu'ils faisaient antérieurement et l'entourage va changer un peu leur approche, va être mal à l'aise. Donc, l'isolement social est vraiment à considérer. Donc, les impacts de la maladie sur le quotidien, oui, il y a eu des changements dans son fonctionnement, probablement une lenteur, plus de difficultés de concentration. Les risques possibles, ben, je vous l'ai dit par rapport à l'isolement. Est-ce que vous voyez d'autres risques qui sont possibles là, selon ce que Louise nous a partagé? Les interventions à privilégier aussi, elle l'a dit à la fin, là, c'est quand même beau là, ce qu'elle exprime. Ne me devancez pas, accompagnez-moi, une journée à la fois, quelque chose du genre. Fait que, puis je remarque beaucoup dans ma pratique, les aidants qui ont cette philosophie de dire, ben, je vais une journée à la fois, puis je veux pas trop prévenir l'avenir, puis je peux apprécier mon temps de qualité. Oui, il y aura certainement des moments difficiles, mais le temps que je suis avec mon proche, je vais essayer de maximiser le temps de qualité. Je vais essayer de voir le positif dans ça. Les gens qui utilisent l'humour vont avoir tendance à mieux vivre avec le diagnostic également. Donc, j'avais aussi un impact qui était relevé, là, qui est intéressant là, sur les rôles sociaux, les changements au niveau des rôles sociaux, qui est quand même important. Là. Oui, hein, la dame, elle avait quand même une belle scolarité, hein, elle avait un rôle, elle avait un statut social de travailleuse au niveau du ministère, hein, c'était une retraitée qui était active, hein, puis là, ben, c'est sûr que son rôle de travailleuse, ben, elle ne l'occupait plus, mais c'est une dame qu'on voyait passionnée, hein, qui aimait se cultiver, qui était riche en connaissances. Donc, c'est difficile de pouvoir bien jouer ses rôles sociaux avec cette maladie-là. Donc, son rôle de travailleur, son rôle de mère, de grand-mère. Hein, donc, ça a un impact nécessairement sur la personne. J'ai aussi des réponses en lien avec, là, j'imagine, c'est au niveau des interventions à privilégier. Madame Mallard nous dit qu'il est important de l'accompagner. J'ai aussi Mme Lacroix qui nous dit que c'est important de ne pas anticiper les changements. Oui, c'est ce que Louise partageait dans la vidéo, de ne pas anticiper les changements, oui, mais peut-être un minimum, j'aurais tendance à dire, parce qu'on peut, tu sais, les changements au niveau de la maladie, s'imaginer qu'il y aura certainement, tu sais, ce serait d'être dans le déni, de ne pas s'imaginer qu'il y aurait un déclin, mais de ne pas mettre l'accent là-dessus, mais plutôt mettre l'accent sur le moment présent, sur le temps de qualité. J'entends toutes sortes de petits bips là, de mon côté, mais je ne vois pas ce qui se passe. Mais j'aurais tendance à enchaîner parce que normalement, on devrait finir à 11h30. Quand même un bon contenu. Je veux vous parler
de la démence frontotemporale, ben, Dr. Verrette en a brièvement parlé tout à l'heure, mais les manifestations générales, ce que vous devez retenir, hein, c'est que c'est une maladie qui va avoir tendance à apparaître un petit peu plus précocement que la maladie d'Alzheimer, donc chez les gens qui sont plus jeunes. On voit souvent ce diagnostic-là chez les gens dans la cinquantaine, la soixantaine, donc font partie environ de 5% des démences. Il y a deux variantes dans la démence frontotemporale. Il y a la variante comportementale où la personne va avoir une bonne perte de son autocritique, va avoir des difficultés dans ses relations interpersonnelles, donc avec la famille, avec les gens, par exemple, dans le milieu du travail, pourrait avoir un changement de caractère. On voit souvent les gens qui ont tendance à devenir plus toniques, plus colériques, dans la démence frontotemporale. Des gens qui vont avoir des inhibitions au niveau verbal, au niveau sexuel, donc vont avoir tendance à dire pas mal tout ce qu'ils pensent sans filtre, un peu comme l'exemple que nous présentait Dr. Verrette tout à l'heure, l'enseignant qui s'est présenté à la clinique de la mémoire, qui tutoyait le neurologue, qui s'est présenté à l'épicerie, puis qui a dit à haute voix devant tout le monde, il a lu le message que la dame elle avait sur sa poitrine, puis il a dépassé les gens dans la file. Donc, comme une désinhibition des frontières sociales, là. Ensuite de ça, les gens qui ont des atteintes frontales, donc une diminution de la mémoire, c'est pas ça le principal problème là, en premier plan. Donc, pourraient avoir encore une bonne mémoire, finalement, ces gens-là. La variante langagière, donc, ça sera plus difficile pour eux de bien comprendre les mots ou d'identifier les objets. Donc, c'est ce qu'on va remarquer. Et puis, avoir des problèmes psychocomportementaux là, plus flagrants avec l'évolution de la maladie. Donc, vous imaginez que cette maladie-là, elle va avoir des impacts psychosociaux très importants sur l'entourage. Puis, la personne atteinte elle-même n'aura pas nécessairement conscience de tout ça. Donc, c'est des gens qui vont avoir tendance à être placés en institution beaucoup plus rapidement et pour lesquels le maintien à domicile va être beaucoup plus difficile, entre autres avec toutes les manifestations que je vous ai exprimées. C'est très difficile là, pour les aidants de pouvoir accompagner sur le long cours là, les personnes atteintes de démence frontotemporale. Donc, on va avoir besoin beaucoup plus d'encadrement, de soutien, parce que la maladie, elle évolue rapidement. En ce qui concerne la démence à corps de Lewy, les principales manifestations, on voit que le déclin des fonctions cognitives est suffisant pour altérer, bien sûr, le fonctionnement. Ça fait partie environ de 20% des démences. On voit cette clientèle-là, régulièrement, les aidants vont nous dire c'est spécial parce qu'on se lève le matin puis c'est comme si c'était la même qu'avant. C'est la même Thérèse que j'ai toujours connue. Je lui parle, elle me répond, elle est vive d'esprit, elle est organisée, elle prend soin d'elle. Et puis, le lendemain, c'est une toute autre personne. Alors ça devient très déconcertant pour les aidants parce que là, ils ont de la difficulté, là, eux, à faire leur deuil parce que ils disent, ben là, c'était une mauvaise journée aujourd'hui, mais finalement, le lendemain, la personne, elle est comme tout à fait normale. Donc, des fois, les aidants ont tendance à dire, ben d'après moi, elle fait par exprès. Elle fait ça pour me faire, elle me fait ça pour me faire parler ou pour me faire fâcher. C'est des réactions qu'on pourrait entendre chez nos aidants, mais en leur expliquant que la maladie à corps de Lewy, ben, c'est normal ces périodes de fluctuance-là, mais ça les aide à comprendre là, les raisons qui expliquent là, les changements de fluctuations cognitives comme ça. Donc, l'évolution est normalement assez rapide aussi. C'est moins
comme la maladie d'Alzheimer, on disait tout à l'heure que c'était une progression qui était lente dans le temps. La démence à corps de Lewy, ça va avoir tendance à être un petit peu plus... une évolution qui est beaucoup plus rapide là, comparativement à la maladie d'Alzheimer. C'est une majorité d'hommes qui sont atteints de cette maladie-là. On voit chez la clientèle des manifestations au niveau des hallucinations qui sont visuelles la plupart du temps, qui peuvent être soit récurrentes ou arriver occasionnellement. On voit souvent les gens qui nous parlent, qui voient des enfants, des personnes étrangères qui sont dans la maison ou des animaux aussi qui pourraient être présents. Moi, je me souviendrai d'une dame qui disait à son conjoint, elle était apeurée, elle allait à l'évier le matin, se laver les mains, prendre son jus d'orange, puis elle voyait tout le temps quelqu'un dans l'arbre. Puis elle disait à son conjoint, mais là, Marcel, va donc dire de s'enlever de là, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Puis tu sais, Marcel qui avait tendance à répondre, mais voyons, il n'y a pas personne dans l'arbre. Alors là, ça peut causer des conflits assez importants entre l'aidant et l'aidé parce que l'aidant va avoir tendance à vouloir raisonner d'emblée la personne, tu sais, pour vouloir la rassurer puis dire, ben, il n'y a pas personne, t'en fais pas. Mais dans les faits, ce sera des approches autres qu'on devra utiliser que plutôt de rentrer dans l'univers de la personne qui a cette hallucination-là. Et puis, de la rassurer puis de dire, ben non, inquiète-toi pas, je vais lui dire de s'en aller. Puis ça, je ne veux pas qu'on rentre trop là-dessus parce que lors de la deuxième journée du colloque, on va en parler des approches en lien avec les SCPD, là, les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. Et on pourra en parler de long en large à ce moment-là. Les gens qui ont la démence à corps de Lewy vont avoir une rigidité de leurs membres inférieurs et supérieurs, des légers tremblements, avoir même des problèmes au niveau de leur vue, le visio-spatial. C'est des symptômes qui sont assez fréquents. Ont tendance à avoir plus une autocritique que les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, donc vont avoir conscience de leurs troubles, ce qui va leur amener un sentiment quand même de déprimant. J'ai un monsieur qui me disait souvent, ben, tu sais, moi, ça me sert à rien de continuer, Mireille, parce que de toute façon, moi, je sers plus à rien. Je suis juste un, comment il me disait ça? Je suis juste un fardeau pour ma femme. Puis j'ai de la misère à marcher, ma mémoire est plus bonne. Puis ça sert à quoi de vivre finalement? Donc, ces gens-là vont être plus à risque d'avoir des idées suicidaires. Ils vont avoir aussi, c'est ça, une humeur qui est beaucoup plus maussade par rapport à toute l'autocritique. Donc, c'est à surveiller là, vraiment pour éviter les risques là, d'un passage à l'acte. Ces gens-là vont avoir des troubles de comportement pendant leur sommeil. Donc, je me souviendrai d'une dame là, qui se réveillait en plein milieu de la nuit, qui était terrorisée, qui croyait que son conjoint c'était un gros ours. Fait que là, elle avait peur. Elle était couchée à côté d'un gros ours dans son lit. Puis là, elle disait de s'en aller. Puis là, finalement, le conjoint réussissait. Puis tu sais, elle avait tendance à vouloir le frapper. Là. Fait que là, le conjoint, en parlant doucement, lui tendant la main, lui disant « Inquiète-toi pas, là, Louise, c'est moi. C'est moi, c'était ton conjoint, c'est la nuit, tu as fait un cauchemar, on se recouche tranquillement. » Fait que ça peut être assez troublant là, pour le conjoint là, de faire face à ça, puis surtout si ça arrive de façon récurrente. Là. Et il y a aussi une perte musculaire pendant le sommeil. Donc, c'est ça. On pourrait avoir tendance à faire toutes sortes de gestes. Ça fait en sorte là, on va remarquer chez les couples qui vont avoir tendance à faire chambre à part assez rapidement parce que ça devient assez perturbant pendant la nuit quand notre conjoint passe son temps à bouger, à nous donner des coups, à parler puis à vivre ses rêves. Là. Donc, comme impact psychosocial, c'est vraiment là que les aidants vont avoir tendance à vouloir faire chambre à part, mais avoir un sommeil qui va être quand même hyper vigilant parce que là, ils vont être dans une autre chambre, puis ils vont toujours être un peu sceptiques à savoir est-ce que là, il dort bien, est-ce qu'il y a des chances qu'il se lève pendant la nuit puis qu'il sorte de la maison. Fait que c'est quand même assez
important de savoir qu'il y a des risques associés à ça. Puis oui, il y a certaines médications qui peuvent diminuer, certaines approches non pharmacologiques aussi qui peuvent diminuer les risques, mais c'est pas parfait, somme toute. Et finalement, je vais vous parler de la démence vasculaire, la démence mixte, qui survient généralement plus subitement, avec une évolution vraiment par palier. Hein? Au début, là, ça va être un peu insidieux, comme la maladie d'Alzheimer. Là, on va avoir tendance à croire que ça peut peut-être être la fatigue, mais dès qu'on va passer à un autre niveau, ça va être assez flagrant. Là, on va dire, oh, OK, là c'est vraiment anormal. Là, ma grand-mère est vraiment mêlée. Là, elle est rendue à une autre étape. Là. Fait que ça va être clairement franc là, comme évolution. On voit dans la démence vasculaire que c'est souvent la clientèle qui a eu des antécédents, par exemple d'AVC, de problèmes cardiaques, avec des maladies chroniques là, qui ont été quand même pas très bien stabilisées dans leur vie. Des gens qui vont avoir des difficultés urinaires, hein, des urgences ou des incontinences assez rapidement dans la maladie, qui vont avoir des problèmes d'équilibre et faire aussi des chutes, vont être plus à risque de faire des chutes ou en faire à répétition. On voit également un changement de personnalité et d'humeur chez cette clientèle-là, qui ont aussi tendance à avoir un peu plus d'autocritique par rapport à leurs troubles. Donc, pourrait les rendre un peu plus déprimés. Et un ralentissement psychomoteur, donc une lenteur au niveau de la parole, mais aussi au niveau des déplacements. Donc, les approches et les traitements, on n'a pas de médicament actuellement ou de traitement miracle qui guérit les troubles neurocognitifs, mais on a des approches qui permettent de diminuer, d'améliorer les fonctions cognitives et puis d'améliorer la qualité de vie pendant un certain temps. Donc, les principales interventions, approches, je ne rentrerai pas dans les détails de chaque approche, mais ce sont les approches qui sont les plus préventives, les interventions vraiment à privilégier parce que les médicaments, ils sont actuellement très peu efficaces, hein, et si on veut avoir des bénéfices sur la qualité de vie, c'est vraiment de stimuler la personne au niveau des activités physiques, de la mettre en action dans les activités qu'elle aime, qui sont significatives pour elle. Même chose au niveau des activités intellectuelles, de l'encourager à faire des jeux, d'écouter des choses qu'elle apprécie, des anciens films qu'elle a déjà écoutés, de lui parler des pièces de théâtre qu'elle est déjà allée voir, de la faire jouer à des jeux qu'elle connaît bien pour pouvoir la stimuler. Fait que si votre grand-mère n'a jamais joué au Sudoku, ben c'est clair que si elle a la maladie d'Alzheimer, puis là, le médecin puis l'infirmière vous disent, ben là, c'est important qu'elle ait des activités intellectuelles pour se stimuler, ben on lui enseignera pas à jouer au Sudoku, mais on va plutôt peut-être se retourner vers les mots croisés qu'elle a toujours fait, qu'elle a apprécié, parce qu'on veut que ce soit du temps de qualité, puis que ce soit significatif pour elle. Il y a des approches cognitives qui existent pour les troubles cognitifs légers puis les troubles neurocognitifs majeurs. Donc, la stimulation cognitive qui peut se faire sous forme de programme de groupe, entre autres le programme MEMO, hein, qui a été implanté là, par Sylvie Belleville, là, qui est une neuropsychologue, il me semble, à l'Institut gériatrique de Montréal. Donc, c'est un programme là, qui aide les personnes avec des troubles cognitifs légers là, à se stimuler là, dans divers secteurs pour maintenir leurs acquis là, plus longtemps. Donc, il y a différents logiciels ou papiers, des livres aussi là, de jeux cognitifs là, qui peuvent être utilisés. Et puis, ça a différentes fonctions là, de mémorisation pour aider les routines et tout ça.
Et au niveau des troubles neurocognitifs majeurs, c'est difficile de pouvoir, apprendre des nouvelles choses, mais on va essayer de renforcer les capacités résiduelles avec la réadaptation cognitive. Puis, au niveau de l'ergothérapie, au niveau de la psychologie, là, il y a des interventions qui sont possibles à faire. Les approches psychosociales, tout ce qui est la communication adaptée, la validation, de parler de l'histoire de vie, les activités significatives de réminiscence, d'avoir des activités sociales inclusives, des activités sociales qui sont significatives avec les personnes qu'on connaît, qu'on apprécie. Et puis, d'impliquer la personne socialement, ça peut être même sous forme de bénévolat, si c'est encore possible. Il y a des activités de stimulation, par exemple, sensorielles comme l'art-thérapie, la musicothérapie, l'aromathérapie et compagnie, vous les voyez. Et puis, au niveau de l'alimentation, il y a des études qui démontraient là, que le régime méditerranéen puis la consommation de vin rouge modéré pouvait avoir des bénéfices là, pour retarder, améliorer les fonctions cognitives et l'humeur, atténuer toutes ces interventions-là, ces activités, ces approches-là ont des bénéfices et puis ça peut, entre autres, réduire le stress, améliorer la qualité de vie et le sommeil de la personne, retarder un éventuel placement. Ça peut soulager les aidants parce que pendant que la personne est occupée à faire ces choses-là, l'aidant a du temps de qualité pour lui. Puis la personne, plus elle est occupée, moins elle a tendance à avoir de propos répétitifs, puis de s'ennuyer, puis d'être déprimée aussi. C'est valorisant pour elle. Ça permet également là, de préserver le plus longtemps possible l'autonomie des personnes, plus ils sont actifs, et de maintenir des liens sociaux. Je vous ai mis une slide d'information sur la médication. Je ne veux vraiment pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas ce qui est important aujourd'hui comme contenu, mais si vous voyez la médication dans les dossiers médicaux, vous allez savoir que cette médication-là, c'est les traitements pharmacologiques qui sont prévus pour les troubles neurocognitifs. Puis, tout dépendant du trouble neurocognitif, il y en a qui sont plus adaptés pour, par exemple, l'Alzheimer et puis, par exemple, pour la démence vasculaire, là, c'est plus ou moins recommandé. Mais si vous voulez aller plus loin là-dedans, moi, je vous invite à en parler à un de vos collègues médecins, à une de vos collègues infirmières ou pharmaciens, ou d'aller faire des recherches là, sur Internet à ce niveau-là. Mais il n'y a pas de traitement curatif. On peut retarder peut-être un minimum l'évolution puis atténuer certains symptômes, mais il faut rester vigilant parce que ces médicaments-là, ils ont souvent des effets secondaires, là, et puis il faut voir, y a-t-il avantage ou inconvénient, plus d'inconvénients ou plus d'avantages finalement à l'utiliser. Donc, le temps file quand même, et puis je vous ai mis quand même beaucoup d'informations, puis j'aurais pu vous parler des troubles neurocognitifs aujourd'hui, puis les aspects psychosociaux pendant au moins 3 heures de temps, mais ce ne sera pas possible. Donc, je vous ai mis quand même dans les prochaines diapositives là, des slides d'information. Vous voyez les droits, les besoins et tous les facteurs de risque de la personne qui a des troubles neurocognitifs. Et puis, vous avez les actions et les interventions à privilégier par rapport à tout ça. Donc, bien sûr, dans les droits, d'avoir de l'encadrement du soutien évolutif tout au long de la maladie, de garder leur autonomie, puis de prendre des décisions, de s'exprimer, d'être entendu, d'être rassuré, d'être en sécurité, d'avoir de l'information sur leur état de santé, sur leur traitement, d'être respecté, d'être protégé, de participer socialement, d'être stimulé. C'est vraiment sur quoi on va miser dans le cadre de notre suivi avec cette clientèle-là. Je vous ai mis des actions, des interventions possibles. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça vous permettra de pouvoir garder une trace puis de vous donner des idées quand vous allez avoir la clientèle là, pour être sûr de l'accompagner adéquatement là, selon les besoins.
Et puis, vous voyez aussi dans ces diapositives-là, les prochaines diapositives, que les besoins vont évoluer tout au fil de la maladie. Donc, en stade initial, la personne, elle va être sous le choc, hein, elle va avoir tendance à vouloir peut-être plutôt comprendre sa maladie, de trouver des stratégies pour s'adapter, vouloir planifier ses souhaits de fin de vie, de pouvoir partager ses émotions avec ses proches, de rechercher du soutien. Hein, puis le proche aidant, lui aussi, peut avoir des besoins qui vont être évolutifs à travers tout ça. Puis en stade intermédiaire, hein, la personne va avoir davantage de besoin de se stimuler par rapport à ses capacités cognitives, de pratiquer des loisirs, de continuer à faire ses AVD à vécu. Et puis, donc, en stade un peu plus intermédiaire, de trouver des stratégies pour améliorer la communication, parce que la communication va devenir de plus en plus difficile là, avec le temps. Et puis, on va l'aborder là en fin de journée aujourd'hui avec Marie-Hélène Lavoie, tout le volet de la communication, les troubles neurocognitifs. Et puis, les besoins en stade avancé, hein, c'est de bénéficier d'une présence calmante, rassurante, puis de pouvoir avoir un milieu de vie qui est adapté, hein, où on a encadrement, soins et services adaptés à sa réalité. Donc, les principaux facteurs de risque des troubles neurocognitifs, des personnes qui sont atteintes de troubles neurocognitifs, on les a nommés quand même, là, mais il y a l'isolement, le suicide qui sont assez importants à retenir parce que les gens ils ont un faible autocritique, parfois non, hein, puis les gens qui ont conscience de leurs troubles vont être vraiment plus, ça risque de faire un passage à l'acte, donc c'est très important de bien évaluer la détresse là, de cette clientèle-là et de considérer que l'isolement fait partie hein, de façon assez importante. Là. Donc, des difficultés relationnelles, matérielles et financières, hein, des difficultés relationnelles dans les couples, hein, parce qu'il y aura un volet de la communication qui va être très important à adapter au fil de la maladie. Matériel parce qu'il peut y avoir des risques à la maison, à toutes sortes par exemple aussi en lien avec les aspects financiers, là, ça peut prendre de l'argent supplémentaire pour se payer des soins, des services, des adaptations à la maison aussi. Donc, plus le trouble neurocognitif va être avancé, plus il y aura de comorbidité avec les problèmes de santé physique et mentale, hein, plus il y aura de risques là, et plus il y aura une complexité pour le suivi de cette clientèle-là. Donc, les gens qui ont des atteintes neurocognitives vont être plus à risque de perdre du poids, d'être dénutris parce qu'ils vont avoir tendance à oublier de manger, peuvent avoir des difficultés de sommeil, des problèmes d'équilibre, avoir des chutes, hein, ce qui va nécessiter beaucoup plus d'encadrement hein, au fil de la maladie. Parfois, des aidants qui sont incapables d'assumer leur rôle, qui vont minimiser les problèmes cognitifs. Je vous parlais tout à l'heure aussi de l'anosognosie, hein, le faible autocritique, ce qui va apporter les personnes atteintes à avoir des fois de la méfiance, qui vont refuser l'aide parce que pour eux, tout va bien, il n'y en a pas de problème. Alors à ce moment-là, ça fait en sorte que nous, comme en GMF, on va faire une référence à Mme Tremblay parce que nous, elle vit seule à domicile, puis là, on se rend compte que Mme Tremblay, elle oublie de manger, elle a plein de problèmes de santé physique, elle oublie de prendre ses médicaments. On va faire une référence au CLSC pour qu'il fasse une évaluation à domicile. Puis le CLSC va appeler Mme Tremblay. Puis Mme Tremblay va dire, j'ai pas besoin d'aide, moi tout va bien, je fais mes affaires. Donc, refuser l'aide. Hein? Donc, ça va être important pour faire face à ces risques-là, de pouvoir user de stratégies hein, pour accompagner Madame dans sa réalité. Donc, une concertation va être hyper importante avec le CLSC à ce moment-là pour s'assurer que Madame puisse avoir l'encadrement nécessaire puis éviter qu'il arrive des problèmes, là, soit de comportement ou même au niveau du feu, hein, si elle utilise sa cuisinière et refuse qu'il y ait de la surveillance à la maison. Donc, voilà. Je n'ai pas pesé sur le bon piton. Je vous ai mis quelques interventions et actions à privilégier en lien avec chaque facteur de risque. Là. Vous pourrez prendre le temps de bien consulter lors de vos suivis. Ça peut être très pertinent de vous en inspirer.
J'aurais aimé vous parler d'un cas clinique, mais je vois le temps qui file. Peut-être qu'on peut, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise de rester, peut-être un petit 10 minutes de plus. Est-ce que vous voulez l'écrire dans le chat si vous êtes saturé? Oui ou non? Est-ce qu'on continue un petit 10 minutes? Puis j'irai avec la tendance, là, si vous êtes encore capable de rester concentré, attentif pour les 10 prochaines minutes. Puis après, je vous laisserai aller manger si vous êtes d'accord. Alors, Julie? Oui, ben jusqu'à maintenant, là, j'ai quelques oui, là, puis on a consensus, on peut continuer, là, ça continue de répondre la même chose. Donc, vas-y, Mireille. Bon, c'est encourageant. Julie, est-ce que tu es d'accord de lire la vignette clinique? Je vais prendre une gorgée d'eau, moi, pendant ce temps-là. Il n'y a pas de problème, prends un peu ton air. Donc, Madame Martel, 76 ans, vient de recevoir le diagnostic de maladie d'Alzheimer stade léger par son médecin de famille. Elle vit dans sa maison depuis 55 ans avec son mari, M. Turmel, connu comme étant un homme solitaire, nerveux et contrôlant. Le couple a 3 enfants qui demeurent à proximité, lesquels offrent du soutien occasionnel, mais limité par manque de temps, car ceux-ci doivent jongler avec la conciliation travail, famille, activité. Selon la conjointe, Madame présente depuis quelques mois des signes de désorganisation, de méfiance, d'apathie, d'anxiété et de déprime. Madame ne veut pas aller jouer aux cartes au regroupement des aînés, car elle s'est perdue sur la route la dernière fois qu'elle a voulu se rendre. De plus, elle cuisine beaucoup moins qu'avant et oublie régulièrement les ingrédients dans ses recettes. Le couple se chicane de plus en plus car M. Turmel a tendance à corriger les propos erronés et à contredire Mme Martel. De plus, M. Turmel n'ose plus sortir, marcher et aller prendre son café au restaurant, vu son inquiétude à laisser sa femme seule. Lorsque le médecin leur offre la possibilité de rencontrer la travailleuse sociale du GMF, le couple mentionne ne pas avoir de besoin d'elle pour le moment. Merci, Julie. Donc, à la lumière de l'information contenue dans cette vignette clinique-là, êtes-vous d'accord que le couple n'a pas besoin pour le moment? Parce que moi, je vois quand même beaucoup de besoins là-dedans, mais c'est une réponse assez classique que les gens vont avoir en début de maladie. Oh, on n'a pas besoin pour le moment, on va s'arranger. Mais si on n'offre pas le soutien de façon précoce pour cette clientèle-là, on voit que monsieur a des besoins, madame a des besoins. Si on ne travaille pas en amont avec eux, il va y avoir certainement des risques qui vont s'exacerber en cours de route. Et c'est ce qu'on souhaite le moins. Donc, j'aimerais savoir quels sont les besoins actuels de Mme Martel et de son conjoint. Fait que si quelqu'un veut lever la main, veut prendre la parole pour nous partager là, quelques besoins là, que vous identifiez dans la vignette clinique. On peut prendre la parole ou on peut l'écrire dans le clavardage si on est un petit peu plus gêné. Qu'est-ce qu'on observe comme besoin chez Mme Martel et chez M. Turmel? Je pense que les gens sont gênés ou ils ont faim. Peut-être un peu des deux. Ben, si je peux me lancer, décoller le bal un petit peu, peut-être qu'il va y avoir... Ben là, j'ai une réponse dans le chat. Oui. Besoin d'adapter de l'approche du conjoint. Dans le fond, il y a besoin d'informations par rapport à ce qu'il faut qu'il fasse. Il a tendance à vouloir corriger. Hein? Il a tendance à vouloir corriger sa femme sur ses propos erronés, puis à la contredire, hein? Ce qui peut amener finalement des risques de conflit, hein? Des risques de détérioration de la relation. Mm-hmm.
Son information, besoin de répit également. Oui, effectivement, d'avoir besoin de répit parce que là, l'aidant, il n'ose plus sortir marcher, aller prendre son café parce qu'il a peur de laisser sa femme seule. Donc, il devient constamment présent à la maison pour elle, pour offrir l'encadrement qu'elle a besoin. Donc, il se limite par rapport à son temps de qualité, par rapport à ses propres activités. Et puis, si on n'instaure pas de répit rapidement, ben, monsieur pourra avoir tendance à devenir extrêmement épuisé. Et puis, le maintien à domicile ben, va être de plus en plus précaire si notre aidant devient fragile et a des atteintes lui-même à sa propre santé. Puis la référence pour la travailleuse sociale, bien entendu, ils n'en veulent pas, mais c'est un besoin. Puis la travailleuse sociale permettra d'accompagner pour les différents besoins là, en lien avec l'information, l'approche et les références pour le répit. Mm-hmm. Fait qu'effectivement, d'avoir un soutien psychosocial précoce, ça va aider monsieur et madame. Puis, ben, il y a des stratégies pour aider les personnes à accepter l'aide. Puis, tu sais, des fois, ben, ils ont besoin de vivre leur malaise, puis il faut s'adapter un petit peu à leur rythme, mais il ne faut pas les perdre de vue. Alors, s'ils ne sont pas prêts pour le moment, ben, peut-être que de faire une relance téléphonique dans quelques semaines, dans quelques mois, pour voir comment ils cheminent. S'ils ont des particularités là, qui s'ajoutent en cours de route, des nouveaux comportements. Peut-être que si on leur donne quelques conseils, puis ils voient que c'est aidant, ben, ils vont peut-être trouver que c'est une bonne idée d'avoir du soutien psychosocial. Puis, il faut dire que, tu sais, on a une réputation, là, les travailleurs sociaux, d'enlever les enfants des familles, puis de placer les petits vieux. Fait qu'il y a peut-être un enseignement là, qu'on peut faire pour dédramatiser un peu notre rôle, qu'on est surtout là pour les aider, pour les guider, pour leur donner des trucs et des conseils, pour retarder, juste pour les maintenir le plus possible, le plus longtemps possible à la maison. Donc, voilà. C'est ce que j'aurais tendance à vous dire par rapport à la situation de M. Turmel et Mme Martel. Et puis, en guise de conclusion, je veux vous dire qu'il y a énormément de guides, d'informations, de livres sur différents sujets entourant la maladie d'Alzheimer, les maladies apparentées. Mais celui-ci, je l'aime particulièrement parce qu'il nous aborde vraiment les mythes et réalités entourant la maladie. Il nous parle de tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, les 4 principaux troubles neurocognitifs majeurs. Il est bien décrit dans le guide. Vous avez les sujets délicats, puis les stratégies aussi en lien avec ces sujets délicats-là pour accompagner les personnes qui sont atteintes et les proches aidants. Donc, c'est un document qui a été conçu par la Société Alzheimer que vous pouvez retrouver sur notre boîte à outils ou sur leur site Internet. Vous pouvez même en faire la commande là, si vous le souhaitez en appelant à l'organisme. Donc, je vous ai mis aussi des questionnaires que vous allez retrouver dans vos dossiers médicaux électroniques. Tu sais, quand on parlait de problèmes fonctionnels, ben, l'infirmière, quand elle va faire passer ses tests cognitifs, là, elle va aussi documenter avec le proche aidant tout l'aspect fonctionnel de la personne, parce que je vous disais tout à l'heure que pour avoir un diagnostic de trouble neurocognitif majeur, ça nous prend des problèmes au niveau de la cognition, mais combiné avec des problèmes au niveau de l'autonomie fonctionnelle. Donc, dans vos dossiers médicaux électroniques, vous allez voir les infirmières, les médecins qui utilisent le questionnaire de l'aidant qu'on appelle pour bien documenter les AVD, les AVQ au niveau de l'alimentation, l'entretien, l'hygiène, les activités sociales, l'attention au jugement et compagnie. Puis ça vous permet de le consulter puis voir, ben, sont où les principales risques, les principaux problèmes, puis sur quoi on va miser. Donc, ça va nous aider à prioriser nos interventions également. Vous avez le PHQ-9 qui est utilisé là, pour détecter les signes de dépression. Et puis, l'inventaire neuropsychiatrique là, qui est le NPI, qui permet de rapidement quantifier la gravité, la répercussion des principaux
troubles, les principaux SCPD. Donc, vous avez les 12 principaux symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. Donc, ça vous permet de bien comprendre où sont les problèmes et l'impact que ça a dans la vie des gens et puis faire des interventions qui sont plus adaptées et sur mesure. Donc, nos partenaires clés, ce sont principalement eux. Il y en existe aussi des tonnes au niveau des organismes communautaires. Donc, selon vos régions administratives aussi, ça peut changer. Mais ceci étant dit, plus la situation, elle devient complexe, hein, plus la maladie, elle évolue, plus c'est nécessaire de travailler en collaboration, en partenariat, tant entre l'équipe du GMF qu'avec nos partenaires communautaires, les services publics également. Je vous ai mis des liens utiles en lien avec le sujet du jour. Là, si vous voulez aller un petit peu plus loin, la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer ont mis sur pied des capsules vidéo d'enseignement sur les troubles neurocognitifs, sur la communication, divers sujets. Et puis, nous, on a créé, l'équipe du plan Alzheimer, une boîte à outils avec une tonne de documents d'information sur les troubles neurocognitifs là, qui passent du début de la maladie jusqu'à la fin sur tous les aspects que j'ai abordés aujourd'hui dans le cadre de ma présentation. Donc, vous pourrez aller le consulter si ça vous intéresse. Donc, voilà, c'est tout pour ma présentation. Je suis désolée d'avoir dépassé de 15 minutes. Ça fait partie de moi d'avoir de la difficulté à bien gérer mon temps. Mais j'espère que vous avez apprécié. Je vous laisse partir pour le dîner. On se retrouve à midi et demi. Donc, dans le même canal que vous êtes venus nous rejoindre tout à l'heure. Et puis, on va parler là ensemble de l'intervention en contexte de maltraitance. Alors, je vais vous souhaiter un bon appétit. Oups, Mireille? Oui. Juste pour dire aux gens, je m'excuse, c'est Hélène. Ou Julie voulait peut-être parler. Julie, je te laisse parler. Non, je voulais juste préciser, je vais mettre le numéro de téléphone de la personne en soutien technique si jamais vous avez des problèmes là, à vous rebrancher après le dîner. Je vais le mettre dans le chat. En fait, justement, je m'excuse, je voulais juste vous dire, quittez pas la réunion. Vous avez juste à fermer votre micro puis votre caméra, aller dîner, puis à 12h30, vous revenez, puis vous pouvez ouvrir ou non votre caméra comme vous voulez, là. Mais ça va être beaucoup plus simple là, que de retourner dans le dédale des équipes, à moins que vous vous sentiez super à l'aise là, avec Teams. Justement, merci. C'est ce que j'avais précisé. Là. Je m'excuse, Julie. Mais il n'y a pas de problème.